Et si la crise du Covid-19 n'était qu'une répétition générale des futurs problèmes environnementaux, et si cette pandémie nous obligeait à remettre des arbres dans nos villes, on en parle aujourd'hui dans le Grand Angle. Quel lien peut-on faire entre la crise du Covid-19 et la question du réchauffement climatique? Question posée aujourd'hui à Florent Massot, éditeur de la revue Ravage, dont le premier numéro s'intitule « Après la fièvre, la canicule ». Avec nous également Bas Smets, un paysagiste qui veut remettre de la nature dans les villes. Merci également à vous d'être avec nous. Première question à vous, Florian Massot. C'est une revue qui fait parler les créateurs de la crise écologique, cette revue Ravage, car pour vous, il n'y a pas de doute, la crise du coronavirus, c'est vraiment qu'une répétition, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors dans notre revue, oui, il y a deux articles qui parlent du lien entre les épidémies et les problèmes écologiques. Et cette revue, en fait, elle a été publiée en juin, mais elle a été écrite en fait, et terminée en février dernier, donc juste avant l'épisode du Covid. Mais déjà, donc, il y avait ces articles qui parlaient effectivement de ce lien possible entre des épidémies et les problèmes de biodiversité. Le lien, pour vous, il est clairement établi ? On voit qu'il y a énormément de zoonoses, donc ces maladies transmises par les animaux aux êtres humains, que je crois que plus de 50% aujourd'hui des maladies proviennent de cette chaîne animale. Et si on a une rupture donc de la biosphère, de la biodiversité et de toute cette chaîne, c'est vrai que voilà, il y a un effet d'entraînement qui a une répercussion sur ces maladies effectivement. Et le Covid a été plusieurs personnes ont dit que ces fameuses maladies X, puisque c'est comme ça qu'on les appelle depuis 2008, on s'attendait à une épidémie de cet ordre. Et plusieurs spécialistes ont dit effectivement en février de cette année que voilà, ça correspondait effectivement à ce type de pathologie. Bas Smets, vous êtes d'accord, on ne peut pas ne pas faire le lien entre la crise écologique et celle du coronavirus? Absolument. Le coronavirus est directement lié à la perte de la biodiversité, et cette perte de biodiversité est directement liée à la surpopulation et l'agrandissement de nos villes. Ça a été prouvé, d'où l'importance de traiter les deux, à la fois la protection de la biodiversité et aussi de repenser les villes dans lesquelles on habite. Alors, pour poursuivre la discussion, je vous propose tous les deux de partir en Amazonie, où la crise du coronavirus, vous allez voir, aggrave la situation déjà très compliquée des communautés indiennes. C'est un sujet signé Maëva Defroyen. Des danses et des chants pour seules armes face aux maux qui frappent leur territoire. Au milieu de cette route, des dizaines d'indigènes de la tribu Kayapo Mekranioti bloquent le trafic et érigent des barricades. L'accès stratégique, ici transitent les récoltes du centre-ouest du Brésil vers les ports fluviaux de l'Amazonie. Rapidement, une importante file de camions se forme. Je ne suis pas d'accord. Je suis là, sans solution, mais nous avons tous nos propres revendications. Les Kayapo Mekranioti vivent sur une immense surface de 6,5 millions d'hectares. Mais la pandémie qui frappe durement le Brésil ne les épargne pas. Le virus est arrivé en terre indigène suite à des contacts avec des populations urbaines et des orpailleurs clandestins. Sans accès rapide aux soins, ils ont également un système immunitaire plus fragile. Selon la PIM, la coordination des peuples indigènes du Brésil, au total, 618 autochtones sont morts de la Covid-19 et 21 000 ont été contaminés. Cette maladie est en augmentation. C'est pourquoi nous menons cette action, pour attirer l'attention du gouvernement, pour qu'il se tourne vers les populations indigènes. Mais la pandémie aggrave une situation déjà dramatique pour les indigènes. Les incendies en Amazonie sont repartis à la hausse dans l'indifférence quasi générale. La déforestation s'est accélérée de 25% par rapport à 2019, où elle avait déjà atteint un record. Cette manifestation est aussi principalement destinée à la défense de la forêt. Vous voyez la fumée là? C'est parce que la déforestation a augmenté, et elle augmente tous les jours. Pour ces peuples, le gouvernement est complice et ferme les yeux sur leur sort. Cette année encore, le président Jair Bolsonaro a nié l'existence de ces feux en Amazonie, évoquant selon ses mots un mensonge.
Florent Massot, justement, dans le premier numéro de votre revue Ravage, il y a cette étude de Naomi Klein sur l'Amazonie qui fait directement le lien entre le populisme du président brésilien Jair Bolsonaro, le racisme anti-indien et aussi la destruction de cette forêt qu'on appelle le poumon vert de la planète. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, comment elle établit ce lien ? Là, je ne me remémore plus de cet article, donc je ne voudrais pas me lancer dans... Mais vraiment, la personnalité de Jair Bolsonaro, on le voit dès aujourd'hui. C'est là où on voit qu'on fait un métier important, éditeur, écrivain, journaliste. C'est que le déni, en fait, de l'information est quand même un point commun qu'on retrouve chez pas mal de chefs d'État comme Bolsonaro, et que quand on leur met en face effectivement des chiffres, des statistiques et des mécanismes, c'est vrai qu'on voit bien que ça ne tient pas la route, leur discours. Et que une des questions qu'il va falloir, enfin, le déni est quand même un des gros problèmes Basmet, en tout cas, quand on entend parler de l'Amazonie notamment, clairement, ça remet la question des arbres et la question de la forêt en position centrale, ce qui a été longtemps oublié, et ce qui est un peu votre mantra à vous. Oui, en fait, le reportage m'a fait penser à quelque chose que Roberto Burle Marx, grand paysagiste brésilien, avait dit il y a déjà 50 ans. Il dit, si on brûlait des musées en centre-ville pour les remplacer par une sorte d'immeubles, de logements de basse qualité, on sera outragé. Là, on brûle des arbres qui sont quelque part des pièces uniques, qui ont plusieurs centaines d'années, voire des milliers. On les remplace par une agriculture aussi cheap, et tout le monde laisse faire. Du coup, je pense qu'il faut qu'on comprenne que ce qu'on est en train de faire est vraiment irremplaçable, irréversible. Ces arbres n'appartiennent à personne ou justement à tout le monde. Du coup, c'est vraiment pas acceptable de les brûler, déjà de les brûler, pour les remplacer par une agriculture de basse qualité. Basmet, vous militez pour que l'on remette des arbres dans la ville. L'épidémie de Covid-19 a justement bien malmené la question de la cité. Cela apporte donc de l'eau à votre moulin, mais comment on fait en fait? On sait qu'il y a un problème d'espace dans nos villes. Comment on fait pour remettre des arbres dans une ville qui paraît déjà saturée? On travaille dans plusieurs pays, on retrouve toujours le même problème, qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace parce qu'il y a toutes les canalisations, tous les impétrants qui sont sous-sol. Du coup, on n'arrive pas à planter le mail ou la promenade qu'on aurait pu planter dans les années 1880 quand on construisait des avenues ou des boulevards. Sauf que je pense qu'il faut créer ou faire une véritable cartographie du sous-sol. Il faudra cartographier là où se trouvent les canalisations, le métro, le fibre optique, tout cela qui aujourd'hui est très fragmenté. Chaque société sait ce qu'il a mis, mais il n'y a pas une véritable 3D de ce qui se passe en sous-sol. Et puis, il faut créer une sorte d'urbanisme du sous-sol pour condenser, comprimer ces zones utilisées par les impétrants et davantage créer de l'espace pour imperméabiliser, laisser l'eau pluviale rentrer dans le sol et créer des poches de sol fertile dans lesquelles on peut faire pousser des arbres. Et ce qui me plaît dans cette idée, c'est que ce n'est plus une composition, ce n'est pas quelque chose qu'on impose à la nature, mais quelque part les contraintes de l'homme, les contraintes qu'on a inventées nous-mêmes, remplacent les contraintes naturelles, et du coup il y aura une sorte de nature beaucoup plus sauvage qui peut envahir la ville et augmenter la qualité de vie. Florent Massot, dans l'une des contributions de votre revue Ravage, il y a aussi un reportage sur les incendies en Australie, le Tchernobyl du climat. Les mots sont forts. Pourquoi avoir choisi d'employer des mots si forts? C'est voulu d'être extrêmement percutant pour alerter. C'est une revue qui s'appelle Ravage, donc on parle vraiment du ravage de l'être humain, de l'homme sur la planète aujourd'hui. On est quand même dans une situation extrêmement grave. On voit que les pics de canicule sont de plus en plus fréquents. Depuis 2016, il y a eu 3 records annuels sur les températures, encore pas plus tard que le 8 et 9 août dernier. Et d'ailleurs, je rappelle que le 18 août 2004, Evelyne Delia, qui faisait la météo, montrait une carte de 2050 des températures possibles en France en 2050.
températures qu'on a atteintes là cette année, en août. Donc effectivement, on est dans une situation qui est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Ça va beaucoup plus vite. On l'a vu aussi avec le glacier qui s'est écroulé à Courmayeur, près du Mont Blanc. On est dans une situation de ravage. Ouais. Alors justement, on a souvent on entend souvent un discours très anxiogène autour du climat. Est-ce que c'est pas aussi ce qui peut alimenter le déni, voire peut-être braquer certaines personnes? Est-ce qu'il faut pas justement employer d'autres mots, essayer d'être en mode solution? J'ai une image qui est celle de la peur quand on marche justement en montagne. On peut avoir un petit ravin. Et puis la peur, elle est bénéfique à ce moment-là parce qu'elle vous permet de vous concentrer pour mettre vos pas l'un devant l'autre et de faire attention de ne pas tomber. Ça, c'est la peur qui est saine. Après, la panique, elle va vous paralyser et du coup, vous allez avoir le vertige et vous ne pourrez plus bouger. Et donc, il faut être dans cette capacité, effectivement, d'affronter les choses, mais avec une certaine sérénité pour avancer. Basmet, vous pensez aussi, vous, qu'il faut, entre guillemets, faire peur afin d'alerter, afin de souligner l'urgence climatique? Ou est-ce que vous pensez au contraire qu'il faut essayer d'aborder les choses sous un angle un peu plus positif, sous forme de solution? Oui, il faut les deux. J'aime bien l'image de la peur dans la montagne qui vous fait aller plus vite, mais pas trop vite pour pas tomber. Et en même temps, il faut garder de l'espoir. Il faut savoir qu'on est quand même très inventifs, nous les humains, et qu'on sait trouver des solutions. Je ne pense pas que la technique seule va tout résoudre. Mais je pense que si on le voudrait, on pouvait planter beaucoup plus d'arbres. Si on le voudrait, on pouvait protéger plus la nature. Je pense que c'est très important de dire que c'est vraiment maintenant qu'il faut agir, mais aussi donner un message d'espoir et positif, de dire qu'on sait, on peut améliorer les choses. Et quelque part, grâce à la Covid, on a fait une expérimentation planétaire. On a vu que si on arrête les voyages, si on arrête cette frénésie, que soudainement la planète, assez rapidement, montre des signes très positifs et enthousiasmants. Le côté positif, c'est de voir que ça vient de l'être humain. Donc si l'être humain l'a fait, il peut aussi le défaire. Donc c'est quand même quelque chose effectivement de positif à voir. On est responsable de tout ça et on peut arrêter. Et la crise effectivement du Covid a montré qu'on pouvait faire des pauses. Alors c'est quand même beaucoup d'efforts. Je pense qu'on n'a pas envie de vivre 30 ans dans la situation qu'on a vécue ces derniers mois. Mais quelque part, il va falloir aller vers ce genre de décroissance quand même.